Bienvenue à tous dans cet épisode où nous allons plonger dans le fascinant univers de la programmation quantique et plus particulièrement dans l'algorithme de Shor. C'est l'une des avancées les plus impressionnantes du domaine, capable de résoudre des problèmes qu'un ordinateur classique mettrait des milliards d'années à résoudre. Attends une seconde. Tu veux dire que ces ordinateurs quantiques vont bientôt pouvoir casser tous nos mots de passe? Genre, plus personne ne sera en sécurité? Oui, Gontran, c'est ça. Et la prochaine étape, c'est qu'ils volent ton sandwich dans le frigo. Rassure-toi, on en est encore loin. Mais ce que DomiGeek veut dire, c'est que cet algorithme pourrait redéfinir la cryptographie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Exactement. C'est pourquoi nous avons conçu cet épisode en 3 parties pour tout démystifier. On va revoir les bases pour ceux qui prennent le train en marche, explorer les mathématiques derrière Shor sans perdre personne en chemin, promis. Et enfin, on mettra les mains dans le code en QASM et en Q# pour construire l'algorithme et comprendre son fonctionnement. 3 parties, c'est pas un peu ambitieux pour nos cerveaux de simples mortels? Ne t'inquiète pas, Gontran. Avec ton rythme, on pourrait même en faire 3 saisons. Mais pour l'instant, laisse-toi guider. Allez, pas de panique. Prenez un café, installez-vous confortablement. Avant de plonger dans les détails de l'algorithme de Shor, il est crucial de comprendre les bases du quantique. Tout commence avec les qubits, l'unité fondamentale de l'information quantique. Contrairement aux bits classiques, qui ne peuvent être que 0 ou 1, un qubit peut être une combinaison des deux, grâce à un phénomène appelé la superposition. Cela signifie qu'il peut être dans un état 0, un état 1 ou un mélange des deux. Attends, tu veux dire qu'un qubit peut être 0 et 1 en même temps? C'est pas un peu bizarre? Bizarre. Bienvenue dans le monde quantique, Gontran. Ici, les choses adorent être 2 à la fois. C'est comme toi qui hésites entre chocolat et vanille. Sauf que là, le qubit prend les 2 d'un coup. Et c'est cette superposition qui donne aux ordinateurs quantiques leur puissance. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un autre phénomène fascinant, l'intrication. Quand 2 qubits sont intriqués, le changement d'état de l'un affecte instantanément l'autre, peu importe la distance qui les sépare. C'est comme un duo télépathique, mais quantique. Donc, si je prends un qubit intriqué avec un autre à l'autre bout du monde, je pourrais lui envoyer un message instantané. Pas tout à fait. Ce n'est pas un SMS magique. L'intrication, c'est une corrélation, pas une communication. Tu ne peux pas transmettre d'informations plus vite que la lumière. Exactement. Enfin, il y a une dernière idée clé à retenir, la mesure. Quand on mesure un qubit, il choisit un état, 0 ou 1. Avant cette mesure, il est dans une superposition d'états, mais une fois mesuré, il s'effondre dans un état bien défini. Donc en gros, tant que je ne regarde pas, il est indécis, mais dès que je le regarde, il se décide. Genre, il a peur du regard des autres? Exactement. Les qubits sont comme toi au karaoké, tout confiants tant qu'on ne les regarde pas. Mais dès qu'ils sont observés, ils paniquent. Ces 3 concepts, superposition, intrication et mesure, sont la base de tout ce qui fait fonctionner les ordinateurs quantiques. Maintenant que vous comprenez ce qu'est un qubit, il est temps de voir comment on les manipule. Pour cela, on utilise des outils appelés portes quantiques. Ce sont des opérations qui permettent de changer l'état d'un qubit. La porte d'Adamar, par exemple, est comme un magicien. Elle prend un qubit dans l'état 0 ou 1 et le met dans une superposition équilibrée. Ok, donc cette porte, c'est genre une machine à mélanger les états, un genre de shaker quantique? Exactement, Gontran. Sauf qu'au lieu d'un cocktail, elle mélange les probabilités. C'est le meilleur barman de l'univers quantique. Bien vu. Mais il existe d'autres portes. Prenons la porte C-Note ou Controlled Note. Elle agit sur 2 qubits, un qubit de contrôle et un qubit cible. Si le qubit de contrôle est 1, la porte inverse l'état du qubit cible. Si le contrôle est à 0, le qubit cible reste inchangé. C'est fondamental pour créer des intrications. Donc en gros, c'est un interrupteur qui dépend d'un autre interrupteur. Oui, Gontran, mais celui-ci joue avec les probabilités et les états quantiques. Pas sûr que tu puisses l'installer chez toi. Exactement. Maintenant, combinons ces portes dans un circuit quantique. Un circuit est une séquence de portes appliquées à un ensemble de qubits. Par exemple, ce circuit crée une intrication. La porte d'Adamar place le premier qubit en superposition et la porte C-Note utilise cette superposition pour intriquer les 2 qubits. Ok, donc on aligne des portes comme des dominos et ça fait des trucs magiques, mais à quoi ça sert? Excellente question. Ces circuits sont la base de tout algorithme quantique, y compris Grover et Shor. C'est avec eux qu'on exploite la superposition et l'intrication pour résoudre des problèmes impossibles pour un ordinateur classique.
Prenons un exemple simple. Imagine un circuit avec 2 qubits, un en superposition grâce à une porte d'Adamar et un autre intriqué avec le premier grâce à une porte CNOT. Si on mesure ces qubits, leur état sera corrélé, ce qui est la base de la logique quantique. Donc, en gros, c'est comme créer des jumeaux qui se répondent automatiquement. Oui, mais des jumeaux qui respectent les lois de la physique quantique, pas ceux qui trichent à un examen. Pour résumer, les portes quantiques sont les outils de base pour manipuler les qubits et les circuits quantiques permettent de combiner ces outils pour résoudre des problèmes complexes. Maintenant que vous avez une idée de leur fonctionnement, parlons d'un algorithme qui les utilise brillamment, Grover. L'algorithme de Grover est un exemple parfait de la manière dont les ordinateurs quantiques peuvent accélérer des tâches spécifiques. Imaginez que vous cherchez une aiguille dans une botte de foin. Pour un ordinateur classique, il faudrait examiner chaque brin de foin un à un. Mais avec l'algorithme de Grover, vous pouvez la trouver bien plus rapidement. Ok, mais c'est quoi le truc magique? Il sort une baguette et dit « Axio-aiguille » ? Pas tout à fait, mais presque. Grover utilise la superposition pour explorer plusieurs options en même temps et l'amplification des probabilités pour faire ressortir la bonne réponse. Exactement. Voici comment ça fonctionne en 3 étapes simples. Réparation. Vous placez tous les états possibles en superposition. Si vous cherchez un numéro dans une liste de 100, chaque état correspond à un numéro de la liste. Oracle quantique. Une opération marque la réponse correcte. Par exemple, si vous cherchez 42, l'état correspondant à 42 reçoit un marqueur spécial. Amplification des probabilités. Grâce à une porte appelée diffusion, l'état marqué devient de plus en plus dominant à chaque itération. Après un certain nombre d'itérations, il ressort clairement lors de la mesure. Attends, donc au lieu de chercher un par un, tu fais un genre de zoom sur la réponse correcte, comme un GPS pour aiguille? Oui, c'est une excellente métaphore. Grover fonctionne comme un GPS quantique pour chercher dans une base de données. En termes techniques, Grover réduit un problème de recherche dans n éléments d'une complexité O de n à une complexité O de radical de n. O de la racine n, c'est une formule magique? Non, Gontran. Ça veut juste dire qu'au lieu de chercher parmi 1000 éléments en 1000 étapes, tu peux trouver ta réponse en environ 30 étapes. Ça fait une grosse différence. Ce n'est pas magique, mais c'est incroyablement efficace pour des bases de données énormes. Mais attention, Grover est limité à des problèmes spécifiques, comme la recherche dans une base de données non triée. Contrairement à l'algorithme de Shor, qui est conçu pour factoriser des nombres entiers, Grover ne menace pas la cryptographie sur les grands nombres premiers. Donc Shor, c'est le hacker des maths, et Grover, c'est le chercheur de trésors? Excellente comparaison, Gontran. Maintenant que tu as compris Grover, on peut passer à Shor, qui est beaucoup plus ambitieux. L'algorithme de Shor est sans doute l'un des algorithmes les plus célèbres en informatique quantique. Pourquoi? Parce qu'il a le potentiel de briser des systèmes de cryptographie qui protègent une grande partie de nos données aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans les détails mathématiques, voyons pourquoi cet algorithme est si important. Shor sert à résoudre un problème fondamental en mathématiques, la factorisation des grands nombres entiers. Attends, factorisation? Genre décomposer un nombre en petits morceaux? Exactement, Gontran. Par exemple, 15 peut être factorisé en 3 et 5. C'est simple pour un petit nombre, mais imagine factoriser un nombre de 617 chiffres. C'est pratiquement impossible pour un ordinateur classique. Oui, Gontran, ton ordinateur portable mettrait plus de temps à factoriser un tel nombre qu'il n'en faut à une tortue pour faire le tour de la Terre. Et c'est là que les ordinateurs quantiques entrent en jeu. Grâce à Shor, un ordinateur quantique peut factoriser un grand nombre en un temps réalisable. Cela met directement en danger les systèmes de cryptographie actuels comme le RSA. Le RSA repose sur la difficulté de factoriser des nombres très grands. Si Shor peut résoudre ce problème rapidement, alors tout système basé sur RSA devient vulnérable. Donc plus aucun mot de passe n'est sécurisé? Même mon compte de streaming? Pas tout de suite, Gontran. Les ordinateurs quantiques capables de faire tourner Shor à grande échelle n'existent pas encore, mais c'est un risque pour l'avenir. Exactement. Et c'est pourquoi de nombreux chercheurs travaillent déjà sur des systèmes de cryptographie dits post-quantiques, conçus pour résister aux attaques quantiques. Mais avant d'en arriver là, voyons comment fonctionne Shor en détail. Et pour cela, il faut parler un peu de mathématiques, mais pas de panique, on va rendre ça aussi clair que possible. D'accord, mais soyez gentils avec les non-matheux comme moi. Promis, Gontran. Si tu survis à cette partie, tu auras droit à un diplôme en survie mathématique. Maintenant que nous savons ce que fait l'algorithme de Shor, parlons des mathématiques qui les rendent possibles. Ne vous inquiétez pas,
On va décomposer ça en étapes simples. Le but est de factoriser un grand nombre n. N est égal à 15. On peut trouver deux nombres P et Q tels que P fois Q est égal à N. Facile, c'est 3 et 5. Oui, Gontran, mais imagine N avec 617 chiffres. Pas si simple, hein? Exactement. Pour résoudre ce problème efficacement, Shor utilise un concept clé, la périodicité. Supposons que nous choisissons un nombre A tel que A et N soient copremiers. Leur plus grand commun diviseur est 1. On va calculer A exposant X modulo N, où X est un entier. On observe que les résultats forment un cycle. Dans cet exemple, la périodicité est 4. Ce cycle, ou période, est la clé pour factoriser N. Attends, comment ce cycle m'aide à trouver les facteurs? Bonne question, Gontran. Si on trouve la période R, on peut utiliser cette relation. A puissance R est congrue à 1 modulo N. Avec quelques manipulations mathématiques, on obtient les facteurs P et Q. P et Q sont égaux au plus grand commun diviseur de A puissance R sur 2 moins 1 avec N et au plus grand commun diviseur de A puissance R sur 2 plus 1 avec N. Mais trouver la période R est difficile pour un ordinateur classique. C'est là que les ordinateurs quantiques interviennent, grâce à la transformée de Fourier quantique. Cette transformation est comme un radar qui identifie la fréquence ou la périodicité dans un signal. Dans notre cas, elle détecte R, la période que nous cherchons. Donc, c'est comme si on écoutait une chanson et qu'on reconnaissait la note qui revient tout le temps. Exactement. Sauf que dans le monde quantique, on peut analyser toutes les notes en même temps grâce à la superposition. Et la transformée de Fourier quantique met en évidence la note dominante, ou dans notre cas, la période. Une fois la période trouvée, le reste est un simple calcul mathématique classique pour extraire les facteurs P et Q. C'est cette combinaison de calculs quantiques et classiques qui rend Shor si puissant. L'algorithme de Shor est une menace pour les systèmes comme RSA car il repose sur la difficulté de factoriser des grands nombres. Avec Shor, cette difficulté disparaît. Ok Kaya, je sais qu'on a parlé de transformée de Fourier, mais c'est quoi exactement? Pourquoi tout le monde en fait tout un plat? Bonne question, Gontran. Imagine une mélodie. Elle est composée de plusieurs notes jouées simultanément, à des fréquences différentes. La transformée de Fourier te permet de décomposer cette mélodie en ses différentes fréquences, comme si tu avais un détecteur pour chaque note. Mathématiquement, on prend une fonction dans le domaine du temps, f de t, et on la transforme en une fonction dans le domaine des fréquences, f de oméga. Voici comment cela se fait. F de oméga est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t multiplié par exponentielle de moins i oméga t par rapport à t. Donc, si je comprends bien, cette intégrale me dit quelles notes sont dans ma fonction. Exactement. Et ce n'est pas tout. La transformée inverse de Fourier te permet de reconstruire la fonction d'origine à partir de ses fréquences. F de t est égal à 1 sur 2 pi, multiplié par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de oméga, multiplié par exponentielle de i oméga t, par rapport à oméga. Ici, on passe du domaine des fréquences au domaine du temps. Ouch, j'ai mal à la tête. Ok Gontran, oublions un instant les maths et imaginons ceci. Imagine une salle pleine de musiciens jouant ensemble. Tu entends le son global, mais tu veux savoir quelle note joue chaque instrument. La fonction f de t, c'est le mélange total des sons que tu entends au fil du temps. Chaque instrument joue une note, fréquence, comme la guitare qui joue un la ou le violon un mi. La transformée de Fourier, c'est comme un décodeur. Elle prend ce mélange et te donne une liste des notes jouées par chaque instrument. C'est comme séparer les couches d'une chanson. Imagine que tu regardes une photo floue. Chaque petit détail est comme une fréquence cachée dans l'image. La transformée de Fourier peut te dire quelle fréquence ou détail compose cette image. Les zones sombres et claires sont comme les notes dans une mélodie et Fourier te permet de mieux les comprendre ou de les modifier. Pense à une vague sur un lac. Si quelqu'un jette 2 pierres, elle crée des cercles concentriques qui se mélangent. Avec Fourier, tu peux décomposer cette vague complexe en plusieurs ondes simples pour savoir d'où vient chaque pierre. La transformée de Fourier, c'est un super outil qui prend un truc complexe, une mélodie, une image ou même une vague, et te dit exactement comment il est le fait, note par note, détail par détail, ou onde par onde. Pas besoin de tout comprendre en maths pour voir que c'est un peu comme un détecteur de secrets cachés. Ok, mais ça sert à quoi tout ça? Juste pour les musiciens? Pas seulement. Voici quelques applications. En audio, pour analyser des signaux sonores. En imagerie, pour traiter des images, comme les filtres dans Photoshop.
en physique, pour étudier des ondes et des vibrations. Ok, je pense que je suis à peu près d'accord avec toi. Mais c'est quoi, cette transformée de Fourier quantique dont tu parlais? Ah, là, on passe au niveau supérieur. La transformée de Fourier quantique, QFT, est la version quantique de la transformée de Fourier classique. Mais au lieu de traiter des fonctions, elle agit directement sur les qubits en superposition. Prenons un registre quantique de n qubits représentant un état ket de l'état X. La transformée de Fourier quantique transforme cet état en une superposition de tous les états possibles ket de l'état K, avec des amplitudes déterminées par les phases associées. Voici la formule. La transformée de Fourier quantique de l'état X est égale à 1 sur racine de 2 puissance n multiplié par la somme pour K allant de 0 à 2 puissance n moins 1 de exponentielle de 2pi i multiplié par x multiplié par k sur 2 puissance n multiplié par l'état k, où l'état x et l'état entrée, k sont les états en superposition après la transformation et exponentielle de 2pi i multiplié par x multiplié par k sur 2 puissance n et le facteur de phase, crucial pour révéler les fréquences. Saterlipopette Kaya, tu as décidé de m'étouffer avec tes maths incompréhensibles. D'accord Gontran, on va éviter de parler de phase et de superposition tout de suite. Imagine que je te montre cette formule avec des analogies simples. Pense à un sac contenant plusieurs billes numérotées. Avant la transformée de Fourier quantique, tu as une bille unique qui correspond à une seule valeur, disons x. C'est l'état d'entrée x. Maintenant, la transformée de Fourier quantique prend cette bille unique et la remplace par une poignée de nouvelles billes, chacune marquée par une valeur différente, k. Ces billes représentent tous les états possibles, mais avec des poids, amplitudes, qui varient selon une règle bien précise. Pour chaque bille, la taille ou l'intensité de sa couleur dépend d'un facteur magique, le facteur de phase. Ce facteur est calculé à partir de cette formule compliquée, exponentielle de 2pi i multiplié par x multiplié par k sur 2 puissance n. Mais ne t'inquiète pas, Gontran. Pense à ce facteur comme à une lumière colorée qui illumine chaque bille différemment. Chaque lumière donne une information importante sur la relation entre x, la bille d'origine, et k, les nouvelles billes. En gros, la transformée de Fourier quantique prend une bille unique et la transforme en un spectacle de lumière multicolore, où chaque bille représente une fréquence et brille avec une intensité précise. Une fois ce spectacle terminé, on peut lire les informations importantes sur le système en regardant quelles lumières sont les plus brillantes. Dans l'algorithme de Shor, ce spectacle lumineux nous permet de repérer rapidement des motifs, comme la périodicité de la fonction à exposant x modulo n. Grâce à ça, on peut factoriser n beaucoup plus vite qu'avec un ordinateur classique. Donc, la transformée de Fourier quantique, c'est comme un détecteur de motifs qui met tout en lumière. Exactement, Gontran. C'est un moyen incroyablement efficace de comprendre les relations cachées entre les données. Voici comment la transformée de Fourier quantique s'implémente dans un circuit quantique. Porte Hadamard. On applique une porte de Hadamard au premier qubit pour créer une superposition. Porte contrôlée. On ajoute des phases aux autres qubits en fonction de leur relation avec le premier qubit. Inversion des qubits. Comme la QFT agit dans un ordre inversé par rapport à la transformée classique, on réordonne les qubits à la fin. Prenons un exemple avec 2 qubits. Supposons que l'état initial est l'état 0,1 porte Hadamard sur le premier qubit. L'état 0,1 devient un surracine de 2 multiplié par la somme de l'état 0,0 et de l'état 0,1. Ajout de la phase avec une porte contrôlée. 1 sur racine de 2 multiplié par la somme de l'état 0,0 et de exponentielle de 2pi i fois phase, multiplié par l'état 0,1. Réordonnancement. Le résultat final est une superposition où chaque état a une amplitude et une phase spécifique. D'accord, mais pourquoi on a besoin de tout ça pour Shor? Parce que la transformée de Fourier quantique extrait la périodicité des états quantiques. Dans Shor, on encode la fonction à exposant x modulo n dans les qubits. La transformée de Fourier quantique identifie la périodicité R qui est ensuite utilisée pour factoriser n. Maintenant que nous comprenons la théorie derrière Shor, comment cet algorithme s'implémente dans un ordinateur quantique? Cela commence par un circuit quantique. Voici les grandes étapes du processus. Préparer les qubits en superposition, calculer la fonction périodique A exposant x modulo n, effectuer la transformée de Fourier quantique pour identifier la périodicité et mesurer les qubits pour obtenir un résultat exploitable. Le circuit commence par allouer 2 registres de qubits. Un registre de travail pour effectuer les calculs, un registre auxiliaire pour stocker les résultats intermédiaires. Les qubits du registre principal sont utilisés en superposition à l'aide des portes Hadamard. Cela permet d'explorer simultanément tous les états possibles. En d'autres termes, on lance un filet pour capturer toutes les solutions potentielles en une seule fois. Ensuite, le circuit effectue l'opération A exposant x modulo n, où A est un nombre choisi aléatoirement. Cette étape est réalisée grâce à une série de portes logiques quantiques contrôlées.
Ces portes agissent sur le registre principal, modifiant les états en fonction de la valeur de A et de N. Donc, on fait des maths directement sur les qubits? Ça doit être un sacré calculateur. Exactement, Gontran. Et grâce à la superposition, ce calcul est effectué sur plusieurs états, simultanément. Une fois la fonction calculée, la transformée de Fourier quantique entre en jeu. Elle analyse les états superposés pour révéler la périodicité du résultat. Cette étape est essentielle pour extraire la période R qui sera utilisée pour factoriser N. C'est comme passer un morceau de musique dans un logiciel pour détecter sa fréquence dominante. Enfin, on mesure les qubits. Cette mesure donne une valeur liée à la période R, avec quelques calculs classiques supplémentaires. On peut en déduire les facteurs de N. Le circuit de Shor combine des opérations quantiques et classiques pour résoudre un problème incroyablement complexe. Initialisation avec des portes d'Adamard, calcul modulaire avec des portes contrôlées, transformée de Fourier quantique, mesure des qubits pour obtenir le résultat. Donc, tout ça pour diviser un gros nombre? Vous êtes sûr que ça vaut le coup? Oui, Gontran, parce que sans ça, on en aurait pour des milliards d'années avec un ordinateur classique. Là, on réduit ça à quelques secondes. Maintenant que nous avons vu la structure du circuit, passons à la programmation réelle. Nous allons d'abord décrire ce circuit en QASM. QASM, ou Quantum Assembly Language, est le langage basique qui est utilisé pour écrire des circuits quantiques. Il nous permet de programmer directement les qubits et les opérations. Nous allons écrire le circuit pour l'algorithme de Shor en suivant les étapes que nous avons décrites. Préparation des qubits, calcul modulaire, transformée de Fourier quantique, mesure. Déclaration de qubits. Nous déclarons deux registres quantiques, un pour les qubits principaux et un pour les auxiliaires, qui aideront à effectuer les calculs. Un registre classique est également ajouté pour enregistrer les mesures. Maintenant, appliquons des portes d'Adamard pour mettre les qubits en superposition. HQ0, HQ1, HQ2, HQ3. Les portes Hadamard placent tous les qubits du registre principal en superposition. Cela crée un état où chaque combinaison possible des qubits est explorée simultanément. Donc, ils essaient toutes les solutions en même temps? Un peu comme un étudiant qui coche toutes les cases d'un QCM? Oui, Gontran, sauf qu'ici, ils choisissent la bonne réponse à la fin. Maintenant, passons à l'opération contrôlée pour effectuer A exposant X de modulo N. Donc, CCX, Q0, Q1, auxiliaire 0. Exemple de porte contrôlée. CCX, Q2, Q3, auxiliaire 1. Ces opérations dépendent de la valeur des qubits du registre principal et affectent le registre auxiliaire. Transformé de Fourier quantique. Hadamard de Q0, sinote de Q0, Q1, Hadamard de Q1, sinote de Q1, Q2, Hadamard de Q2, sinote de Q2, Q3, Hadamard de Q3. La transformée de Fourier quantique est appliquée au registre principal pour extraire la périodicité. Cela implique des portes Hadamard et des portes contrôlées CX, organisées pour détecter les fréquences dans les états quantiques. En gros, on amplifie les bonnes solutions et on filtre les mauvaises. Enfin, on mesure les qubits du registre principal pour obtenir un résultat classique. Ces valeurs sont utilisées pour déterminer les valeurs de N via des calculs classiques. Donc, nous avons la déclaration de registre, l'étape 1 qui était la préparation, l'étape 2 le calcul modulaire, l'étape 3 la transformée de Fourier quantique et l'étape 4 la mesure. Ce code peut être exécuté sur des simulateurs quantiques comme IBM Quantum Lab ou Qiskit pour obtenir des résultats expérimentaux. Bien que les petits nombres comme 15 soient utilisés pour les démonstrations, le principe reste valable pour des nombres beaucoup plus grands. Donc on peut tester ça avec une machine virtuelle? Pas besoin d'un vrai ordinateur quantique? Exactement. Les simulateurs permettent de valider le fonctionnement des algorithmes, même sans machine physique. Après avoir vu l'implémentation en QASM, voyons comment écrire l'algorithme de Shor en Q-Sharp. Q-Sharp est un langage plus haut niveau que QASM, conçu pour développer des programmes quantiques sur des simulateurs ou des ordinateurs quantiques réels. En d'autres termes, Gontran, Q-Sharp te facilite la vie en automatisant beaucoup de choses que QASM te demande de gérer manuellement. Commençons par créer une structure de base pour notre programme.
Voici les éléments principaux. Les qubits sont alloués dans une opération principale. Les transformations portes quantiques sont définies dans des sous-opérations. Les mesures et les calculs classiques sont intégrés. Namespace, Shor algorithme, Open Microsoft Quantum Intrinsic, Open Microsoft Quantum Canon, opération Shor n comme entier et a comme entier, et qui retourne un entier. Mutable factor est égal à 0, using Q est égal à qubit 4, donc il va utiliser ces 4 qubits, et nous allons placer le reste du code ici par la suite. Retourne factor, donc il retourne les facteurs. Ce code initialise notre programme Q#. On déclare le namespace Shor algorithme, on ouvre les bibliothèques nécessaires et on crée une opération principale qui reçoit les paramètres n, le nombre à factoriser, et a, le cofacteur. Préparation des qubits. H de Q0, H de Q1, H de Q2, H de Q3. Comme en QASM, on applique des portes d'Adamar pour placer les qubits en superposition. Ici, H est une opération intégrée de Q#, ce qui simplifie son utilisation. Fonction modulaire simulée pour cet exemple. CTRL X de Q0, Q1, Q2, CTRL X de Q2, Q3, Q1. En Q#, les portes contrôlées comme CX sont appelées avec CTRL. On peut utiliser cette abstraction pour effectuer des calculs comme A exposant X modulo N. Dans cet exemple, j'ai simplifié le calcul modulaire pour illustrer le principe. Dans un programme complet, tu pourrais définir une fonction modulaire personnalisée pour des calculs plus complexes. Transformer de Fourier quantique. Apply to each H et Q, donc appliquer à chaque qubit une porte d'Adamar. CTRL X, Q0, Q1, CTRL X, Q1, Q2, CTRL X, Q2, Q3. Ici, Apply to each applique les portes d'Adamar à tous les qubits. Et les portes contrôlées sont ajoutées pour simuler les étapes de la transformée de Fourier quantique. Donc tout est automatisé? C'est plus simple que de coder ça en QASM. Oui, Gontran, c'est un des avantages de Q#. Mais attention, il faut quand même comprendre la logique derrière le circuit. Maintenant, la mesure des qubits. Les mesures sont effectuées avec mreset Z qui mesure un qubit et la réinitialise à 0. Les résultats sont stockés dans une liste pour des calculs classiques ultérieurs. Ce code peut être exécuté avec un simulateur Q#, comme celui de Microsoft Quantum Development Kit. Pour des nombres plus complexes, il faudra ajuster la taille des registres et les fonctions spécifiques. Nous avons vu deux façons d'implémenter l'algorithme de Shor. En QASM, un langage de bas niveau qui décrit chaque opération sur les qubits. En Q#, un langage de haut niveau qui offre des abstractions pour simplifier la programmation. Le QASM requiert de spécifier chaque porte et chaque qubit individuellement pour comprendre la structure exacte d'un circuit quantique, idéal pour des implémentations simples et une maîtrise fine des opérations. Et pour Q#, il fournit des outils comme Apply to Each et CTRL pour réduire la complexité du code, permet de se concentrer sur la logique de l'algorithme sans entrer dans les détails physiques, compatible avec des simulateurs avancés et plus proche du besoin d'ingénierie quantique. Donc, KSM, c'est pour les geeks qui veulent tout contrôler, et Q#, c'est pour ceux qui aiment les raccourcis? Pas faux, Gontran, mais les deux sont importants. QSM t'apprend à marcher et Q# te donne des rollers pour mieux structurer ton code. Ces deux approches sont complémentaires. QASM est idéal pour comprendre en détail comment un circuit quantique fonctionne. Q# est parfait pour développer des algorithmes complexes rapidement et les tester sur des simulateurs modernes. Et avec un peu de chance, Gontran, tu pourrais même factoriser 15 tout seul. Pas mal, non? Si ça impressionne les geeks, pourquoi pas? L'algorithme de Shor implémenté en QASM et Q# n'est pas qu'une simple curiosité scientifique. Il nous montre comment les ordinateurs quantiques pourraient un jour résoudre des problèmes aujourd'hui inaccessibles. Et ce n'est qu'un début. Avec l'évolution des technologies, nous verrons des implémentations encore plus efficaces et accessibles. Et SHA-256, je ne veux pas que mon portefeuille crypto disparaisse. Pas de panique, Gontran. SHA-256 repose sur un principe différent, le hachage. Shor ne peut pas casser ce genre de cryptographie car elle n'implique pas de factorisation. En résumé, Shor est une révolution pour la cryptanalyse, mais il ne met pas en danger tous les systèmes.
Pour comprendre pourquoi Shor est si révolutionnaire, examinons les systèmes de cryptographie qu'il pourrait briser. Prenons d'abord RSA, l'un des algorithmes de cryptographie les plus utilisés dans le monde. RSA repose sur un principe simple. Multiplier deux grands nombres premiers est facile, mais les factoriser pour retrouver ces nombres est extrêmement difficile. C'est ce qu'on appelle un problème unidirectionnel. Mais Shor rend ce problème bidirectionnel. En utilisant sa capacité à trouver rapidement les facteurs de n, il brise le fondement de RSA. Ok, donc RSA est fichu. Mais les autres systèmes, comme DSA ou SSL, sont-ils en danger? Oui, parce qu'ils reposent sur des problèmes mathématiques liés à la factorisation ou à des équations logarithmiques discrètes. Shor peut résoudre ces problèmes efficacement, ce qui compromet leur sécurité. Et mon portefeuille crypto avec SHA-256? Je vais devoir tout enterrer dans le jardin? Pas besoin de te mettre au jardinage, Gontran. SHA-256 repose sur le hachage cryptographique, pas sur la factorisation. Un hachage prend une entrée et produit une sortie fixe, mais il est impossible de remonter à l'entrée initiale. Exact. Shor est inefficace contre les algorithmes de hachage car il ne repose pas sur des structures mathématiques comme la factorisation ou les logarithmes discrets. En revanche, si un autre algorithme quantique dédié au hachage était découvert, alors SHA-256 pourrait être vulnérable. Mais pour l'instant, il est sûr. Pour anticiper l'arrivée des ordinateurs quantiques capables d'exécuter Shor, les chercheurs travaillent sur des systèmes de cryptographie post-quantique. Ces systèmes reposent sur des problèmes mathématiques que les ordinateurs quantiques ne peuvent pas résoudre efficacement. Donc, ils construisent des cadenas que même les ordinateurs quantiques ne peuvent pas ouvrir? Exactement, Gontran. Mais ce n'est pas simple. Les ordinateurs quantiques évoluent rapidement et il faut être sûr que ces nouveaux systèmes sont à l'épreuve du temps. Enfin, il est important de noter que les ordinateurs quantiques capables d'exécuter Shor à grande échelle n'existent pas encore. Ils nécessitent des milliers, voire des millions de qubits stables, ce qui est hors de portée aujourd'hui. Mais ça pourrait changer dans les décennies à venir. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter dès maintenant des solutions post-quantiques pour se préparer. Donc si je comprends bien, on est en sécurité pour l'instant. Oui, Gontran, mais garde quand même ton mot de passe un peu plus compliqué que 1, 2, 3, 4. Mais à long terme, la situation pourrait changer. Les chercheurs travaillent activement sur des ordinateurs quantiques plus stables et plus puissants, avec des milliers de qubits. Une fois que ces machines existeront, elles pourront exécuter Shor à grande échelle. Si cela arrive, toutes les communications cryptées basées sur RSA et similaires devront être remplacées par des systèmes post-quantiques. Donc, en gros, on est dans une course entre les ordinateurs quantiques et les cryptographes? Exactement. Et c'est une course que personne ne peut se permettre de perdre. Pour répondre à cette menace, la cryptographie post-quantique est en plein développement. Ces nouveaux algorithmes reposent sur des problèmes mathématiques que même un ordinateur quantique ne pourra pas résoudre efficacement, comme les réseaux ou les codes correcteurs. Mais ne t'inquiète pas, Gontran. Les experts travaillent déjà à intégrer ces nouvelles solutions dans nos systèmes avant que Shor ne devienne une réelle menace. Enfin, il est important de ne pas voir Shor uniquement comme une menace. C'est aussi un outil révolutionnaire qui peut être utilisé pour d'autres applications mathématiques et scientifiques. En comprenant ces mécanismes, nous ouvrons de nouvelles voies dans des domaines comme l'optimisation, la chimie et bien plus. L'algorithme de Shor est une avancée spectaculaire en informatique quantique qui redéfinit ce que nous pensions impossible, mais il ne présente pas encore une menace immédiate et des solutions sont déjà en cours pour protéger nos systèmes. Donc, en gros, je peux encore dormir sur mes deux oreilles? Oui, Gontran, mais peut-être change ton mot de passe, juste pour être sûr. Donc tout ce qu'on a vu, c'est surtout pour le futur. Pourquoi s'en soucier maintenant? Parce que le futur, Gontran, ça se prépare aujourd'hui. Imagine si les technologies post-quantiques ne sont pas prêtes à temps. Ce serait comme construire une maison sans serrure. En fin de compte, l'algorithme de Shor n'est pas qu'une pièce de puzzle de l'informatique quantique. Mais cette pièce illustre bien comment cette technologie pourrait transformer des domaines entiers de la cybersécurité à la recherche scientifique. Donc, c'est comme une boîte à outils pour des trucs qu'on ne sait même pas encore qu'on doit réparer. Exactement, Gontran. Mais dans cette boîte, il y a des outils qu'on ne maîtrise pas encore totalement. Avant de conclure cet épisode, revenons sur les concepts clés que nous avons explorés. L'algorithme de Shor. Une avancée révolutionnaire en informatique quantique capable de résoudre le problème de la factorisation des grands nombres. Il remet en question la sécurité des systèmes de cryptographie classiques comme RSA, mais ne menace pas les algorithmes basés sur le hachage comme SHA-256. Le cœur de Shor repose sur l'identification de la périodicité d'une fonction, réalisée grâce à la transformée de Fourier quantique.
Cette périodicité permet de calculer les facteurs d'un nombre n en combinant des calculs quantiques et classiques. QASM nous a permis de comprendre en détail les opérations de bas niveau sur les qubits. Q-Sharp a montré comment simplifier et automatiser ces étapes pour des applications modernes. Donc, Shor, c'est à la fois des maths de haut vol et de la programmation qui donne mal à la tête. Pas faux, mais c'est ce mélange qui rend l'informatique quantique si fascinante. En résumé, Shor est bien plus qu'un algorithme. C'est une démonstration du potentiel des ordinateurs quantiques, un aperçu des défis de sécurité à venir et une opportunité de repousser les limites de notre compréhension technologique. D'accord. Bon, j'ai compris l'histoire de Shor et tout ça. Mais si ces ordinateurs quantiques deviennent super puissants, est-ce qu'on vivra dans un monde où tout le monde pirate tout? Genre, plus de mots de passe, plus de vie privée, et même mon frigo connecté qui me dénonce. Calme-toi, Gontran. D'abord, personne n'en veut à ton frigo, à part peut-être toi-même. Ensuite, la plupart des chercheurs travaillent dur pour sécuriser les données avant que les ordinateurs quantiques ne deviennent assez puissants pour faire ce que tu décris. Et n'oublions pas, Gontran, que ces ordinateurs coûtent des millions à construire. Ce n'est pas demain que ton voisin pirate ta Wi-Fi avec un ordinateur quantique dans son garage. Bon, si tu le dis, mais je vais quand même changer mon mot de passe. Fini l'époque de 1, 2, 3, 4. Je vais passer à 1, 2, 3, 4, 5. Imparable, non? Oui, Gontran. Avec ça, même les ordinateurs quantiques vont abandonner la partie. Et voilà qui conclut notre épisode sur l'algorithme de Shor. Mais ne partez pas tout de suite, car la prochaine fois, nous explorerons un autre algorithme fascinant qui pourrait bien révolutionner les sciences de l'ingénierie. L'algorithme HHL, nommé d'après Arrow, Hasidim et Liloy. L'algorithme HHL est conçu pour résoudre des systèmes d'équations linéaires en un clin d'œil. Enfin, un clin d'œil quantique. Imaginez un problème où un ordinateur classique mettrait des heures à trouver une solution. Avec HHL, un ordinateur quantique peut le faire en quelques instants. Ce type de calcul est crucial pour une multitude de domaines. Ingénierie, pour calculer la stabilité des structures, comme des ponts ou des avions, en finance, pour optimiser des portefeuilles d'investissement, en IA et en sciences des données, pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle de manière beaucoup plus rapide et efficace. Exactement. Les systèmes d'équations linéaires sont au cœur de l'entraînement des réseaux neuronaux. Avec HHL, on pourrait donner un sérieux coup d'accélérateur à l'IA. Tu es en train de me dire que grâce à ça, l'IA pourrait apprendre en quelques minutes au lieu de plusieurs heures. Genre, comme si on passait de pédaler sur un vélo à monter dans une fusée. Pas faux, Gontran. Mais la fusée, c'est pour les IA. Toi, tu devras encore pédaler pour suivre. Prépare-toi à pédaler vite, parce qu'on entre dans une autre dimension. Bon, je vais chercher un casque, alors. Je sens que ça va décoiffer. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, et même de la petite flamme, et ce, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et sélectionnez l'option Toutes pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec tous celles et ceux qui pourraient être intéressés par un passionnant voyage dans le monde de la programmation quantique et de l'intelligence artificielle. Bonne journée.